Il y a une limite que vous ne devriez jamais laisser personne franchir, peu importe combien cette personne compte pour vous. Parce que lorsque quelqu'un vous manipule, vous humilie, vous limite ou vous fait sentir inférieur, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de la proximité. C'est un abus déguisé. Et le plus dangereux, c'est que bien souvent, vous le justifiez. Vous vous dites, c'est son caractère, il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, ça va changer. Mais tant que vous attendez ce changement, votre estime de vous-même s'érode, votre énergie s'épuise et votre voix intérieure s'éteint. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces comportements que vous ne pouvez plus tolérer de personne. Ni de votre partenaire, ni de vos amis, ni de vos supérieurs, ni même de votre famille. Parce que vous n'êtes pas ici pour être le sac de coups émotionnel de quiconque. Vous êtes ici pour vivre avec respect, avec des limites claires et avec dignité. Tout commence par reconnaître que vous n'êtes plus disposé à accepter certaines choses. Avant de commencer, je vous invite à faire un exercice puissant de reprogrammation mentale. Allez immédiatement dans les commentaires et écrivez cette phrase, « Je ne tolérerai pas ce qui me vole ma paix. Je suis stoïque ». Faites-le avec intention, comme une déclaration ferme à votre esprit et à votre subconscient. Chaque fois que vous l'écrivez, vous la renforcez. Et ce que vous renforcez devient votre nouvelle manière de penser, de ressentir et de vivre. Numéro 1. Ne pas tolérer les insultes, les moqueries ou les humiliations. Lorsque quelqu'un vous insulte, vous humilie ou se moque de vous sous couvert d'une blague, vous ne vous trompez pas, vous n'exagérez pas et vous n'êtes certainement pas obligé de le supporter. Ces mots laissent des traces, même si celui qui les prononce jure que ce n'était qu'un jeu. Chaque moquerie tolérée envoie un message silencieux à votre esprit, c'est acceptable. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui commence comme une blague finit par éroder peu à peu votre dignité, votre amour-propre et votre tranquillité émotionnelle. Souvent, nous supportons ce type de commentaires pour éviter les conflits, peut-être pour ne pas sembler trop sensible. Mais ce que nous faisons en réalité, c'est renoncer à notre droit fondamental au respect. Le rire ne doit jamais être une excuse pour le mépris, car lorsque quelqu'un rit de votre douleur, il ne montre pas son sens de l'humour, il révèle son absence d'empathie. Peu importe que ce soit une personne proche, un partenaire, un ami de longue date, un membre de la famille. La proximité ne justifie pas l'humiliation. Au contraire, plus la relation est proche, plus le respect doit être sacré. Parce que si vous permettez à quelqu'un qui prétend vous aimer de vous faire sentir inférieur, vous confondez amour et soumission. Vous appelez loyauté ce qui n'est en réalité que peur de rester seul. La clé réside dans le fait de poser la limite, non pas avec agressivité, mais avec fermeté. Une phrase claire suffit, je n'accepte pas ce genre de commentaires. Et ils ne sont pas drôles pour moi. Si la personne se moque de votre réaction, minimise vos sentiments ou essaie de vous faire passer pour quelqu'un sans humour, voici votre réponse, il n'y a pas de respect, seulement de la manipulation émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de fournir plus d'explications. Vous n'êtes pas obligé de justifier votre douleur. Personne n'a le droit de vous dire comment vous devez vous sentir face à une agression. Votre perception est valide et si cela se répète encore et encore, ce n'est pas de la maladresse, c'est un choix. Face à cela, vous avez une autre option encore plus puissante, vous éloigner. Car celui qui vous fait sentir inférieur ne mérite pas de rester dans votre vie. S'éloigner n'est pas de la rancune, c'est de l'auto-soin. C'est un acte d'amour envers soi-même. C'est se rappeler que l'on mérite des relations où le rire n'est pas accompagné d'humiliation, où l'affection ne se confond pas avec le sarcasme, où l'on peut être soi-même sans peur. Parfois, le changement ne commence pas par transformer l'autre, mais par avoir le courage de cesser de le justifier. Car bien souvent, le problème n'est pas ce qu'on vous dit, mais ce que vous décidez de continuer à tolérer. Et lorsque vous dites « assez », quelque chose en vous se libère. Vous n'avez plus besoin de porter de masque, ni de retenir vos larmes. Vous n'avez plus besoin de vivre dans un environnement qui vous fait mal simplement parce que vous y êtes habitué. Rappelez-vous enfin, nous ne contrôlons pas ce que les autres disent ou font, mais nous contrôlons ce que nous acceptons, ce que nous permettons et ce que nous choisissons de tolérer. Marc Aurèle l'a exprimé clairement, le respect de soi est la base de tout. Et s'il manque le respect, rien ne fleurit, tout se fane. Décider de ne pas tolérer les humiliations n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est comprendre que vos émotions sont des signaux de votre âme, et non des erreurs que vous devez corriger. C'est comprendre que lorsque vous prenez soin de vous, vous vous guérissez. Et lorsque vous vous guérissez, vous choisissez depuis l'abondance, non depuis le manque. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous fera un commentaire, même en plaisantant, qui vous fait mal, ne riez pas par politesse. Ne cachez pas votre malaise derrière un sourire forcé. Ne normalisez pas ce qui vous brise intérieurement. Regardez cette personne dans les yeux et dites-lui clairement que ce n'est pas acceptable. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas bon pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez compris, votre dignité n'est pas négociable. Votre paix n'est pas en promotion.
et qui vous apprécie vraiment ne se servira jamais de l'humour comme prétexte pour vous détruire. Numéro 2. Ne pas accepter qu'on profite de votre bonté. Être une bonne personne ne signifie pas permettre aux autres de vous utiliser à leur convenance. Votre bonté ne devrait pas être une porte ouverte permettant à quiconque d'entrer, de prendre ce qu'il veut et de partir sans même fermer la porte derrière lui. Pourtant, bien souvent, sans vous en rendre compte, vous tombez dans ce schéma. Vous donnez, vous aidez, vous écoutez, vous vous adaptez, et vous finissez par vous sentir épuisé, déçu, vide. Non pas à cause de ce que vous avez donné, mais à cause de ce que vous avez reçu en retour. Les personnes qui ne viennent vers vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose ne s'intéressent pas à vous, mais à ce que vous pouvez faire pour elles. Elles ne s'intéressent pas à elles-mêmes. Et si vous ne posez pas de limites, ce cycle ne s'arrêtera jamais. Car celui qui s'habitue à prendre sans donner continuera tant que vous le permettrez. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que vous lui avez donné la permission à chaque « oui » que vous avez prononcé alors que vous vouliez dire « non ». La clé est de comprendre que dire « non » ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend conscient. Cela vous rend maître de votre temps, de votre énergie, de votre espace. Il y a une grande différence entre être généreux et être naïf. Et lorsque vous apprenez à l'apercevoir, votre vie commence à changer. Il ne s'agit pas de cesser d'aider, mais de le faire intelligemment, de ne pas vous laisser épuiser par ceux qui ne viennent que lorsqu'ils en ont besoin. Parfois, par peur de blesser, de paraître froid ou de perdre de l'affection, vous acceptez des charges qui ne vous reviennent pas. Vous écoutez ceux qui ne vous écoutent jamais. Vous êtes là pour ceux qui ne sont jamais là pour vous. Et lorsque vous avez enfin besoin de soutien, le silence de ces mêmes personnes vous montre clairement que leur présence était conditionnelle. Qu'ils n'étaient pas avec vous, mais avec ce que vous leur donniez. C'est là que la bravoure de poser des limites entre en jeu. Cela coûte, mais cela libère. Au début, il fait mal de décevoir des attentes, de cesser d'être celui qui est toujours là, celui qui ne dit jamais « non ». Mais avec le temps, vous découvrez quelque chose de plus profond, votre paix vaut plus que l'approbation des autres. Votre énergie est sacrée. Et qui vous aime vraiment ne partira pas lorsque vous cesserez de le satisfaire. Le stoïcisme enseigne que nous devons agir selon la vertu, mais aussi selon la raison. Sénèque disait qu'il n'est pas sage de tout donner sans mesure, car cela épuise vos ressources sans réellement aider personne. Aider ne signifie pas se livrer jusqu'à disparaître. C'est partager depuis l'équilibre, depuis le choix, et non depuis la culpabilité ou l'obligation. Lorsque vous apprenez à filtrer, votre cercle change. Vous cessez d'attirer ceux qui ne viennent que pour recevoir et commencez à vous entourer de personnes qui donnent, qui prennent soin, qui sont là pour vous dans l'abondance comme dans le vide. Et cela ne s'obtient pas avec de beaux mots. Cela s'obtient par des actions fermes, des limites claires, par le courage de dire « cela ne me fait pas de bien, je choisis de ne pas continuer ». Rappelez-vous, chaque fois que vous dites « oui » à quelqu'un qui ne fait que vous consommer, vous dites « non » à vous-même, à votre repos, à vos objectifs, à votre tranquillité. Et même si cela semble noble, c'est un sacrifice qui ne rapporte rien. Car qui ne valorise pas votre effort ne valorisera pas non plus votre fatigue. Et peu importe combien vous donnez, ce ne sera jamais suffisant pour quelqu'un qui ne sait que demander. C'est pourquoi commencez à observer avec plus d'attention, qui est avec vous quand il n'a besoin de rien? Qui se soucie de vous sans qu'on puisse le lui demander? Qui vous demande comment vous allez sans cacher une requête derrière? Là se trouvent les signaux. Tout le monde ne mérite pas votre temps, votre attention, votre engagement. Non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que vous l'êtes aussi. Prendre soin de vous est le premier acte d'amour véritable. Vous ne pouvez pas continuer à offrir des morceaux de vous-même et ensuite vous demander pourquoi vous vous sentez brisé. Votre bonté est précieuse, mais elle ne doit pas être naïve. Elle n'existe pas pour l'abus, mais pour la connexion sincère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà qu'il est temps de changer. De cesser de maintenir des relations unilatérales. De cesser de vous excuser pour avoir des limites. Alors, faites-vous un cadeau, choisissez votre paix. Choisissez votre énergie. Choisissez de vous donner à vous-même ce que vous avez toujours donné aux autres. Parce que lorsque vous le faites, vous ne vous contentez pas de vous guérir, vous vous renforcez. Numéro 3. Ne pas permettre qu'on vous utilise comme poubelle émotionnelle sans réciprocité. Être disponible pour les autres est un acte de générosité. Mais laisser constamment les autres vous utiliser comme leur déversoir émotionnel ne l'est pas. Il y a une énorme différence entre être empathique et être le récipient dans lequel tous déversent leurs plaintes, leurs peurs et leurs frustrations sans jamais se soucier de vous demander comment vous allez. Lorsque quelqu'un apparaît uniquement pour parler de lui-même, pour vous raconter ses drames, ses problèmes, sa vie, et ne vous laisse jamais partager la vôtre, il ne vous voit pas comme un ami, il vous voit comme une fonction. Et cela, si l'on n'y met pas fin à temps, vous épuise. Non seulement parce qu'il est fatigant d'entendre toujours la même chose sans voir de changement, mais aussi parce qu'à la fin de la journée, vous repartez avec le poids d'émotions qui ne sont même pas les vôtres. Vous repartez avec la tête lourde, le moral drainé,
et une question silencieuse, et moi? Qui m'écoute? Le problème n'est pas d'écouter, le problème est de le faire sans réciprocité. C'est vous donner entièrement à ceux qui n'ont ni l'intention ni la conscience de vous rendre au moins une partie de ce que vous donnez. Être le soutien constant des autres sans recevoir de soutien ne vous rend pas fort, cela vous rend invisible, et à long terme, cela détruit votre équilibre émotionnel. C'est pourquoi il est si important de poser des limites. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. Il s'agit de reconnaître quand une relation est déséquilibrée. Si chaque conversation se transforme en séance de décharge émotionnelle, si chaque message que vous recevez est destiné à vous faire écouter, conseiller ou soulager, mais jamais à vous demander de vos nouvelles, il est temps de mettre un frein. Vous pouvez le faire avec respect, clarté et fermeté. Une simple phrase, comme « Aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ça. Pouvons-nous en parler un autre jour ?» peut faire la différence. Si cette personne se fâche, alors elle vous confirme qu'elle ne s'intéresse pas à vous, mais à ce que vous lui apportez. Ce n'est pas une amitié, c'est une dépendance émotionnelle unilatérale. Le stoïcisme enseigne que l'on doit être au service des autres, oui, mais sans se renier soi-même. Épictète le disait, aidez si vous le pouvez, mais ne laissez pas les autres vous entraîner dans leur tempête. Votre paix intérieure ne peut pas être sacrifiée pour l'instabilité d'autrui. Votre esprit n'est pas fait pour absorber sans cesse des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Vous méritez aussi d'être écouté. Vous méritez un espace sûr où vous pouvez parler sans sentir que vous dérangez, où vous pouvez partager vos émotions sans être interrompu, comparé ou ignoré. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais de créer des liens où le soutien circule dans les deux sens. Et si cela n'existe pas, n'ayez pas peur de prendre vos distances. Parfois, pour protéger votre santé émotionnelle, il est nécessaire de s'éloigner de ceux qui ne savent apparaître qu'avec leur propre fardeau, de ceux qui ne viennent vers vous que lorsque la vie leur pèse. Parce que même si vous êtes fort, vous n'êtes pas obligé de porter tous les poids. Votre force ne devrait pas servir d'excuse pour que les autres se reposent sans jamais se soucier de vous. Lorsque vous commencez à filtrer ces liens, quelque chose de merveilleux se produit, vous vous libérez. Vous retrouvez de l'espace mental. Vous récupérez de l'énergie. Vous retrouvez de la clarté. Et surtout, vous commencez à attirer des personnes qui vous écoutent avec la même attention que celle que vous portez. Des personnes qui s'intéressent à vous, pas seulement à ce que vous pouvez leur apporter. N'ayez pas peur d'être sélectif. N'ayez pas peur de protéger vos émotions. Car, au final, votre bien-être dépend des relations que vous construisez. Et si une relation vous draine plus qu'elle ne vous apporte, ce n'est plus un lien, c'est une fuite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà qu'un changement est nécessaire, que vous ne pouvez plus être le sauveteur de tous alors que vous êtes en train de couler. Posez vos limites. Conservez votre énergie. Et entourez-vous de ceux qui non seulement partagent leur bataille, mais sont aussi prêts à écouter les vôtres. Car c'est seulement ainsi, dans l'équilibre, que se construisent de véritables relations. Numéro 4. Refusez toute forme de violence physique ou de menace. Aucune forme de violence n'est justifiable. Ni la poussée involontaire, ni la menace proférée dans un moment de colère, ni le cri destiné à contrôler ou effrayer. Peu importe que cela vienne de quelqu'un qui dit vous aimer. Peu importe que ce soit votre partenaire, un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. La violence n'est pas une expression d'amour. C'est une atteinte directe à votre dignité, à votre intégrité et à votre droit de vous sentir en sécurité. La violence ne commence presque jamais par un coup. Elle débute généralement par des gestes subtils, une voix qui s'élève, un commentaire humiliant, un regard soi-disant amoureux. Mais la violence n'est pas une expression d'amour. C'est un regard intimidant, une main qui serre le bras plus fort que nécessaire. Et si elle ne s'arrête pas là, elle s'intensifie. Car celui qui franchit la limite une fois recommencera probablement. Et s'il ne rencontre aucune résistance, si vous vous taisez par peur ou par confusion, ce silence devient un permis. C'est pourquoi le premier moment est crucial. Le premier coup n'est pas une erreur, c'est un signal. La première menace n'est pas une exagération, c'est une adversité. Si vous choisissez de justifier ces actes, de croire que ce n'est pas grave ou que c'était parce que la personne était en colère, vous normalisez l'inacceptable. Et plus vous le normalisez, plus votre environnement devient dangereux. Vous devez comprendre cela clairement, personne n'a le droit de vous toucher avec violence. Personne. Peu importe ce que vous avez fait ou dit, si vous étiez en désaccord ou si vous avez provoqué. La violence physique n'est jamais une réponse valable. Vous n'êtes pas là pour supporter les coups ni vivre dans la peur. Votre corps n'est pas un champ de bataille. Votre maison ne doit pas être une zone de guerre. Oui, prendre la décision de vous éloigner n'est pas facile. Il y a la peur, la culpabilité, le doute. Parfois, il existe une dépendance émotionnelle ou économique, mais rien de tout cela ne justifie de rester. Car chaque jour passé dans un environnement violent, quelque chose en vous se brise un peu plus. Vous perdez confiance, joie et vie. Le stoïcisme n'enseigne pas à supporter ce qui fait mal, mais à agir avec sagesse et fermeté.
Marc Aurèle écrivait, « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Si vous êtes dans un endroit qui vous fait du mal, qui nuit à votre paix, qui met en danger votre bien-être, votre devoir n'est pas de supporter, mais de vous protéger. Votre intégrité est la chose la plus précieuse que vous possédez. Vous n'êtes pas seul. Il existe des réseaux, des ressources, des personnes prêtes à vous aider. Porteur plainte n'est pas trahir quelqu'un, c'est vous défendre. C'est dire avec fermeté, on ne joue pas avec moi. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Le respect commence par vous, par la limite que vous tracez, par la distance que vous choisissez, par la voix que vous utilisez pour dire « ça suffit ». Si quelqu'un vous fait peur, utilise la force pour vous contrôler ou vous punir, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une prison déguisée en amour. S'en sortir peut être difficile, mais c'est possible. C'est un acte de courage. C'est le premier pas pour retrouver votre liberté, votre sécurité et votre droit à une vie digne. Vous méritez de vivre sans peur. Vous méritez des relations où l'amour se manifeste par des mots sains, des actions respectueuses, de la présence et du soin. Pas par des points, des cris ou des menaces. Si ce n'est pas ce que vous recevez, ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence. Et face à la violence, on ne négocie pas, on agit, on porte plainte, on s'éloigne. Si vous vivez cela ou connaissez quelqu'un dans cette situation, ne détournez pas le regard. N'attendez pas qu'il arrive quelque chose de pire, chaque seconde compte. Plus tôt vous vous éloignez, plus vite vous pourrez guérir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous comprenez que l'amour est un acte de courage. C'est un acte intérieur. Vous savez que vous méritez une autre réalité, le respect, l'attention, un amour sans condition ni menace. Alors, faites-le pour vous. Protégez votre corps, votre esprit, votre âme. Vous n'êtes pas ici pour supporter la violence, vous êtes ici pour vivre en paix, et cette paix commence lorsque vous choisissez de ne plus tolérer l'intolérable. Numéro 5. Ne cédez pas votre liberté pour obtenir approbation ou affection. Lorsque vous sentez que vous devez changer qui vous êtes juste pour que quelqu'un reste, vous n'êtes plus dans une relation, vous êtes dans une reddition silencieuse. Et le plus dangereux, c'est que parfois, vous ne le remarquez même pas. Peu à peu, vous cédez, vous changez votre façon de parler, vos goûts, vos amitiés, vos décisions. Vous renoncez à ce que vous aimez, à ce que vous rêvez, à ce qui vous anime, juste pour ne pas déranger, pour ne pas perdre cette personne. Mais ce que vous perdez, ce qui compte vraiment, est beaucoup plus précieux, vous vous perdez vous-même. L'affection ne devrait jamais vous coûter votre liberté. Le véritable amour ne repose pas sur le contrôle ni sur des conditions déguisées en tendresse. Personne qui vous aime vraiment ne vous demandera de vous éteindre pour qu'il ou elle brille. Personne qui vous respecte ne voudra faire de vous une version modifiée de vous-même juste pour correspondre à ses attentes. Parfois, nous confondons acceptation et approbation, deux choses très différentes. Être accepté signifie que vous pouvez être vous-même, sans filtre ni masque. Être approuvé signifie que l'on ne vous valorise que si vous remplissez certains critères. Vivre sous cette pression n'est pas vivre, c'est jouer un rôle qui épuise, qui vide, qui fait sentir que votre valeur dépend uniquement de votre capacité à plaire. Mais vous n'êtes pas ici pour plaire. Vous êtes ici pour vous exprimer, pour construire votre vie à partir de votre vérité, non à partir du besoin d'agréer. Et si quelqu'un s'éloigne parce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas changer ce qui fait votre authenticité, alors cette personne n'était pas avec vous, elle était avec la version modelée qu'elle avait construite dans sa tête. Restez ferme. Ne vous pliez pas par peur de rester seul. Car le prix de vivre dans une prison émotionnelle est bien plus élevé que celui de traverser un moment de solitude. Dans la solitude, vous pouvez vous retrouver, vous reconstruire, récupérer votre voix. Dans la dépendance, vous vous épuisez, vous vous perdez, vous vous effacez. Oui, bien sûr, nous voulons être aimés, nous voulons sentir de la compagnie. Mais cela ne peut jamais se faire au détriment de notre identité. Vous ne pouvez pas échanger votre liberté contre de l'affection, car l'affection obtenue en renonçant à vous-même ne comble jamais. Elle laisse toujours un vide, toujours une douleur. Le stoïcisme nous rappelle que ce que nous possédons de plus précieux est notre volonté, notre raison, notre essence. Épictète le disait clairement, si vous voulez être libre, apprenez à ne pas dépendre de ce que pensent les autres. Car dès que vos décisions, vos actions, votre manière d'être dépendent de l'approbation extérieure, vous ne vivez plus votre vie, c'est un autre qui vit à travers vous. Apprenez à aimer depuis la liberté. Aimez sans vous perdre. Aimez sans vous emprisonner. Car lorsque vous êtes libre et que l'on vous aime ainsi, l'amour ne contraint pas, ne demande rien, ne conditionne pas. Il devient un espace où chacun peut croître, s'épanouir, respirer. Il n'y a pas besoin de contrôler, de surveiller, de forcer, il n'y a que la présence. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne cherchera pas à vous changer. Il voudra vous connaître, vous célébrer, vous accompagner. Pas dans la possession, mais dans le respect. Pas dans la peur, mais dans la confiance.
Et si ce n'est pas ce que vous recevez, ce que vous avez n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, de l'insécurité. C'est une relation basée sur la peur, non sur l'admiration mutuelle. Alors tenez-vous droit. Retournez à vous-même. Réaffirmez vos valeurs, vos rêves, votre essence. Rappelez-vous que le seul amour qui vous remplit vraiment est celui qui vous permet d'être vous-même, celui qui ne vous enferme pas mais vous pousse à vous épanouir. Celui qui ne vous demande pas moins, mais vous accepte pleinement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous le sentez déjà, vous ne pouvez plus vous perdre pour ne pas perdre quelqu'un d'autre. Celui qui vous aime ne vous coupe pas les ailes, il vous aide à voler. Alors volez, non par rébellion, non par orgueil, mais par amour pour vous-même. Votre liberté n'est pas un luxe, c'est votre droit. Et celui qui vous apprécie vraiment ne vous demandera jamais d'y renoncer. Numéro 6. Ne tolérez que l'on vous fasse perdre votre temps. Votre temps est la seule chose que vous ne récupérerez jamais. Vous pouvez gagner de l'argent, reconstruire votre confiance, guérir une blessure. Mais chaque minute que vous donnez est perdue à jamais. Et pourtant, nous la donnons avec une facilité déconcertante. Nous disons oui à des engagements que nous ne voulons pas, supportons des appels interminables remplis de plaintes, écoutons des histoires répétitives qui ne mènent à rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à valoriser notre temps pour ce qu'il est, un trésor limité. Tolérer que d'autres vous le volent ne vous rend pas aimable, cela vous rend vulnérable. Oui, c'est dur à entendre. Mais parfois, il faut secouer les consciences pour réveiller. Certaines personnes vivent dans un cycle de désorganisation, de drame ou de dépendance émotionnelle, consciemment ou non, attendent que vous soyez toujours disponible pour elles. Si vous ne l'êtes pas, elles vous blâment, vous font sentir coupable, vous accusent d'égoïsme. Mais la vérité est que prendre soin de votre temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Celui qui annule encore et encore sans tenir compte du fait que vous avez fait de la place vous dit par ses actions que votre agenda n'a pas d'importance. Celui qui parle des heures sans jamais vous demander comment vous allez, vous utilise comme une soupape pour évacuer ses propres tensions. Celui qui vous demande toujours des faveurs mais n'est jamais là lorsque vous avez besoin de lui ne construit pas une relation, il profite de vous. Le temps n'est pas seulement une mesure sur l'horloge, c'est de l'énergie mentale, de la concentration, de la paix. Chaque fois que vous l'investissez dans quelque chose qui ne vous nourrit pas, vous perdez une partie de vous-même. Vous laissez le désordre des autres contaminer votre clarté. Et si vous ne fixez pas de limites, cela se répète, s'installe, se normalise, jusqu'au jour où vous réalisez que vous vivez pour les autres et que votre vie est mise en pause. Le stoïcisme nous enseigne qu'une des plus grandes vertus est de savoir bien gérer ce qui est en notre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un annule un rendez-vous, mais vous pouvez décider si vous lui réserverez à nouveau votre temps. Vous ne pouvez pas changer la manière dont les autres gèrent leurs problèmes, mais vous pouvez décider de l'espace que vous leur accordez dans votre vie. Marc Aurèle disait que la perte de temps est l'acte le plus irréparable de tous. Et il avait raison. Pendant que vous écoutez des promesses vides ou supportez des monologues sans fin, vous pourriez avancer vers vos objectifs, cultiver votre esprit, votre santé, votre vocation. Apprenez à dire non sans culpabilité. Apprenez à mettre fin à une conversation qui ne vous apporte rien. Apprenez à ne pas vous justifier 1000 fois sur la valeur de votre temps. Celui qui respecte votre temps n'a pas besoin d'explication. Celui qui ne le respecte pas ne mérite pas de l'avoir. Il ne s'agit pas de devenir rigide ou distant, il s'agit de choisir consciemment et de s'entourer de personnes qui comprennent la valeur d'un moment partagé. Des personnes qui arrivent à l'heure, qui vous demandent comment vous allez vraiment, qui ne vous cherchent pas seulement quand cela les arrange, mais parce qu'elles vous apprécient. Lorsque vous faites cela, votre vie change. Votre agenda se remplit de choses qui vous nourrissent. Vos relations deviennent plus équilibrées. Votre esprit se libère. Et surtout, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus disponible pour tout le monde, tout le temps. Vous êtes disponible pour ce qui compte, pour ce qui vous motive, pour ce qui vous construit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous le sait déjà, votre temps est sacré. Vous n'êtes pas ici pour vivre prisonnier de l'agenda des autres. Vous êtes ici pour vivre votre vie avec intention. Décidez dès aujourd'hui de protéger ce que vous avez de plus précieux, non pas avec peur ou dureté, mais avec clarté. Car celui qui respecte votre temps respecte aussi votre essence. Numéro 7. Ne laissez personne violer vos limites personnelles. Vos limites ne sont pas négociables. Elles ne sont pas une suggestion, pas un peut-être, pas un « quand vous pourrez ». Elles sont une déclaration directe de ce que vous êtes prêt à accepter et de ce que vous refusez. Si quelqu'un les ignore, cela signifie non seulement qu'il ne comprend pas, mais surtout qu'il ne se soucie pas de vous, que son confort passe avant votre bien-être. Et si vous le tolérez, vous n'êtes pas compréhensif, vous renoncez à vous-même. Si quelqu'un franchit une limite et que vous restez silencieux, quelque chose en vous s'affaiblit. Au début, cela semble insignifiant. Un commentaire déplacé, une intrusion dans votre espace, une demande que vous ne vouliez pas accepter mais que vous avez faite pour ne pas déplaire. Mais cela s'accumule. Ce qui était un geste isolé devient un schéma.
Ce qui était une exception devient une habitude. Jusqu'au jour où vous ne savez plus où commence l'autre et où vous terminez vous-même. Le problème n'est pas seulement le manque de respect des autres. Le problème est que, si vous le permettez, vous leur apprenez comment vous traiter. Ce que vous tolérez une fois, l'autre l'interprète comme un permis. Car les gens n'écoutent pas tant ce que vous dites, ils observent ce que vous permettez. Votre paix mentale dépend de ces limites, de votre capacité à dire non sans vous justifier 1000 fois, de cesser de vous sentir coupable de protéger votre énergie. Vous n'avez pas à expliquer à qui que ce soit pourquoi quelque chose ne vous fait pas de bien. S'ils comprennent, parfait. S'ils ne comprennent pas, votre limite est respectée quand même. Vous n'êtes pas ici pour convaincre, vous êtes ici pour vous protéger. Peu importe s'il s'agit de votre partenaire, de votre famille, de vos amis ou de votre patron, les limites n'ont aucune exception. L'amour ne les annule pas. La confiance ne les remplace pas. En fait, là où il y a un amour réel, les limites deviennent encore plus nécessaires. Car là où il y a proximité, il y a plus de possibilités de friction. Et sans limite claire, l'affection devient un terrain propice à l'abus émotionnel, au chantage ou à la manipulation déguisée en préoccupation. Le stoïcisme nous enseigne que vivre dans la vertu signifie aussi vivre en cohérence. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Quand nous laissons les autres nous envahir, nous manipuler ou nous ignorer, ce n'est pas seulement parce qu'ils s'imposent, c'est parce que nous ne défendons pas notre propre opinion sur ce que nous méritons. Il ne suffit pas de savoir ce qui vous fait mal, il faut marquer la limite avec des actions. Et cela, bien souvent, dérange. Certains s'éloigneront lorsque vous poserez vos limites. D'autres vous traiteront de dur, de fermé, d'égoïste. Mais en réalité, ce qu'ils disent, c'est « je n'aime pas ne plus pouvoir profiter de ta disponibilité ». Face à cela, que préférez-vous, une acceptation fausse ou un respect réel? La vie devient plus légère lorsque vous cessez d'avoir peur de déranger et commencez à avoir peur de vous trahir, car cette seconde peur fait beaucoup plus mal et dure beaucoup plus longtemps. Chaque fois que vous vous taisez pour éviter un conflit externe, vous en créez un interne. Cette tension, cette frustration accumulée, finit tôt ou tard par exploser, parfois sous forme d'anxiété, parfois de tristesse, parfois d'épuisement profond. Alors, faites ce que vous devez faire, parlez clairement, utilisez des phrases simples, cela ne me plaît pas, je ne me sens pas à l'aise avec ça, je préfère que vous ne fassiez pas ça, je ne vais pas continuer dans cette situation. Vous n'avez pas besoin de justifier chaque mot. Vous n'êtes pas en train de demander la permission d'exister, vous réclamez votre place. Vous réclamez l'espace qui vous revient déjà. Si vous vous respectez, les autres le remarquent, et s'ils le remarquent, ils ajustent leur comportement ou s'éloignent. Les deux options sont bonnes, car elles vous rapprochent d'une vie plus honnête, plus sereine, plus authentiquement vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à cesser de vous adapter à tout. Vous êtes prêt à retrouver votre pouvoir, et vous n'avez pas besoin de crier ni de vous battre pour cela, il vous suffit de rester ferme. Quand vous respectez vos limites, le monde commence à le faire aussi. Et c'est dans cette fermeté silencieuse que commence votre véritable liberté. Numéro 8. Ne laissez personne minimiser vos réussites ou vos rêves. Lorsque vous partagez une réussite et que la réponse est un « Ah, très bien », sans émotion, une comparaison déguisée en plaisanterie ou un silence embarrassé, quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de validation, mais parce que l'enthousiasme, lorsqu'il est partagé, se multiplie. Si chaque fois que vous brillez quelqu'un tente d'éteindre votre lumière, vous pouvez finir par douter que cette lumière ait de la valeur. Certaines personnes ne célèbrent pas vos progrès non pas parce qu'ils sont insignifiants, mais parce que vos réussites les gênent. Elles leur rappellent ce qu'elles n'ont pas fait, ce qu'elles ont laissé à moitié terminé, ce qu'elles n'ont jamais osé essayer. Au lieu d'assumer leurs responsabilités, elles projettent leur frustration sur vous, se moquent, dénigrent, changent de sujet ou vous lancent des phrases comme « ce n'est pas si important »,« on verra combien de temps ça dure » ou « on verra si ça te réussit ». Cette énergie, si vous la laissez trop près, finit par s'infiltrer dans votre esprit. Vous commencez à vous demander si vous exagérez, si vous méritez vraiment ce que vous vivez, si vous ne devriez pas diminuer un peu vos rêves. Petit à petit, le feu qui vous animait commence à s'éteindre, non par manque de talent, mais par manque d'environnement. Il est donc vital de protéger votre impulsion, de vous entourer de personnes qui comprennent que votre croissance n'est pas une menace, mais une inspiration. Des personnes qui se réjouissent de vos succès sans compétition, qui vous applaudissent sans se sentir en perte, car celui qui vous aime vraiment veut vous voir avancer, pas rester derrière à attendre. Il n'est pas nécessaire de couper tous les liens avec ceux qui ne vous célèbrent pas, mais il faut poser une distance émotionnelle. Ne partagez pas vos victoires avec ceux qui ne savent pas les apprécier. N'exposez pas vos rêves à ceux qui doutent toujours. Ne racontez pas vos plans à ceux qui trouvent toujours un « mais ». Votre vision a besoin d'oxygène, pas de critiques déguisées en conseils. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre de l'approbation des autres pour avancer. Mais il souligne aussi l'importance de bien choisir ceux que nous laissons nous influencer.
Sénèque disait, évite la compagnie de ceux qui te diminuent. Et il avait raison. Il ne s'agit pas de se cloîtrer dans une bulle, mais de protéger l'espace où vos idées grandissent. Car si vous le remplissez de négativité, votre esprit se flétrit. Commencez par identifier les personnes qui éteignent fréquemment votre enthousiasme. Qui vous fait sentir que vous êtes le meilleur? Qui vous fait sentir que vous êtes le meilleur? Qui vous fait sentir que ce que vous avez accompli n'est jamais suffisant? Qui trouve toujours le moyen de mettre en avant ce que vous n'avez pas encore fait plutôt que de valoriser ce que vous avez déjà réalisé? Qui se moque de vos objectifs comme s'il s'agissait de fantasmes d'enfants? Parfois, ce n'est pas fait avec méchanceté, mais l'effet est le même, votre élan s'affaiblit. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour rêver. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous comprennent pour avancer. Vous devez simplement être clair avec vous-même, garder votre concentration et choisir avec sagesse à qui vous partagez votre énergie. Votre vision vous appartient. Et si vous y croyez, c'est déjà suffisant pour commencer. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers l'avant, et non de celles qui vous entraînent vers leur peur. Des personnes qui ne rivalisent pas avec vous, mais qui vous inspirent à être plus. Et si vous ne les avez pas encore, soyez cette personne pour les autres. Célébrez, encouragez, reconnaissez. Car en faisant cela, vous renforcez également votre propre chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, au fond de vous, vous savez que votre croissance ne peut dépendre des réactions des autres. Que votre enthousiasme n'a pas besoin d'être partagé pour être réel. Continuez donc, à votre rythme, avec votre vision, la tête haute et le cœur ferme. Car lorsque vous protégez votre feu intérieur, aucun commentaire tiède ne peut l'éteindre. Et c'est là, précisément là, que commence la véritable grandeur. Numéro 9. Ne laissez personne vous faire porter la faute de ses erreurs. Certaines personnes, lorsque les choses tournent mal, ne se regardent pas elles-mêmes. Elles regardent autour d'elles. Et si vous êtes proche, vous êtes la cible la plus facile. Peu importe ce qui s'est passé, comment cela s'est produit ou qui avait la responsabilité réelle. Ils trouvent toujours le moyen de retourner la situation, de manipuler le récit, de vous placer au centre d'une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Et si vous n'êtes pas ferme, vous finissez par l'assumer. Porteur, la culpabilité des autres n'est pas de la noblesse, c'est un abandon émotionnel. Pendant que vous essayez de réparer ce que vous n'avez même pas cassé, l'autre se met à l'aise, se victimise, se lave les mains et vous vous épuisez. Vous commencez à douter de vous, de votre jugement, de vos décisions. Vous vous demandez si, peut-être, vous avez fait quelque chose de mal. Petit à petit, la culpabilité devient partie intégrante du paysage, même si au fond vous savez que quelque chose cloche. Ce jeu de culpabilité est souvent déguisé sous des phrases subtiles, « Si tu n'avais pas dit ça, tu me fais toujours réagir ainsi, c'est de ta faute si ceci est arrivé. » Et si vous n'êtes pas vigilant, ces mots s'installent dans votre esprit comme des vérités. Vous devenez le coupable officiel de tout ce qui ne va pas pour l'autre. Mais cela n'est pas une relation, c'est de la manipulation. La clé est de ne pas entrer dans ce jeu. Vous n'avez pas besoin de crier ni de vous battre. Vous avez juste besoin de faits, de clarté et de fermeté. Si vous savez que ce n'est pas votre responsabilité, dites-le. Sans peur, sans hésitation, sans tomber dans le piège émotionnel du « je l'accepte pour ne pas le fâcher ». Car si vous cédez une fois, ils le feront une deuxième et une troisième. Et vous finirez par vivre sous le poids de culpabilité que vous ne comprenez même pas. Le stoïcisme nous enseigne à différencier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un décide de vous rendre injustement responsable. Mais vous pouvez décider si vous acceptez cette charge. Marc Aurèle écrivait, « La meilleure défense est d'être innocent ». Cette innocence n'est pas passivité, c'est clarté. Savoir que vous n'avez pas à vous défendre de ce que vous n'avez pas fait, mais simplement affirmer ce que vous savez être vrai. Lorsque l'on vous accuse sans raison, ne répondez pas avec émotion. Répondez avec des faits. Expliquez calmement ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et si l'autre insiste pour vous manipuler, arrêtez-vous. N'expliquez plus. Ne vous épuisez pas. Qui veut comprendre, écoute. Qui ne veut que blâmer, ne cherche pas la vérité, mais le contrôle. Apprendre à dire « ce n'était pas ma responsabilité », sans sentir que ce n'était pas la vôtre, est un acte de maturité. C'est couper avec des années de programmation où l'on vous enseignait que rester en paix, c'était éviter les conflits, même si cela signifiait vous trahir. Mais vous n'êtes pas ici pour être le sac à frustration des autres. Vous êtes ici pour vivre avec dignité, clarté et force intérieure. Oui, au début, cela peut causer de l'inconfort. Vous pouvez perdre des liens avec ceux qui profitaient de votre silence. Mais ce que vous gagnez est bien plus précieux, votre intégrité, votre voix, votre équilibre. Une vie vécue sous la culpabilité des autres n'est jamais pleinement la vôtre. C'est une vie empruntée, conditionnée, limitée. Commencez à observer ceux qui vous entourent, qui assument ses erreurs. Qui reconnaît sa part? Qui vous rend responsable de tout? Qui vous fait toujours sentir que le problème vient de vous?
vous n'avez pas besoin de les juger. Choisissez seulement. À qui parler? À qui poser des limites? Qui garder à distance? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez que la culpabilité qui n'est pas la vôtre n'a pas à habiter en vous. Vous savez que votre vérité vaut plus que toute manipulation déguisée en affection. Prenez conscience de cela et utilisez-la. Pas pour vous battre, pas pour vous venger, mais pour vous libérer. Pour arrêter de traîner des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Et dans cet acte, vous récupérerez quelque chose que vous n'auriez jamais dû perdre, votre pouvoir personnel. Numéro 10. Ne laissez pas mentir ni trahir de manière répétée. Lorsque quelqu'un vous ment une fois, cela fait mal. Mais lorsqu'il recommence une deuxième, une troisième fois, et qu'il attend de vous que vous oubliez, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Et derrière cette habitude se cache un message clair, même s'il n'est pas exprimé avec des mots, votre confiance ne compte pas. Votre paix ne compte pas. La seule chose qui compte est que vous ne posiez pas de questions gênantes, que vous n'exigiez pas la vérité, que vous ne mettiez pas de limites. Si vous permettez cela, vous vous y habituez. Vous vous habituez à douter, à sentir que quelque chose cloche, à vivre avec un inconfort que vous ne pouvez expliquer mais qui est toujours présent. Les mensonges ne déforment pas seulement les faits, ils détruisent l'invisible, la confiance, la sécurité émotionnelle, la sérénité. Il est essentiel de savoir que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un sans avoir à rester en alerte constante. Chaque fois que vous découvrez un mensonge, ce n'est pas seulement la parole qui est brisée, c'est le lien. Car vous ne savez plus si vous pouvez croire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qui vous est promis. Et cette incertitude constante est une épreuve émotionnelle brutale. Mais le plus dangereux n'est pas que l'autre mente, c'est que vous commenciez à le justifier, à croire que tout le monde le fait, que ce n'était pas si grave, qu'il avait sûrement une raison. À ce moment-là, le mensonge ne se trouve plus seulement chez l'autre, il s'infiltre en vous, dans votre jugement, dans votre dignité, dans votre amour-propre. Et là, vous perdez plus que la vérité, vous perdez la clarté sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Pardonner un mensonge peut être noble. Le normaliser, non. Le pardon sincère n'a de sens que s'il y a un véritable changement, une réflexion, un engagement, une responsabilité. Mais lorsque le mensonge devient constant, vous n'êtes pas face à une personne confuse. Vous êtes face à quelqu'un qui a appris qu'il peut vous blesser sans conséquence, qu'il peut trahir votre confiance et ensuite vous donner des explications vides que vous acceptez par peur de rester seul, par habitude ou par amour mal compris. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu doit guider nos relations. Marc Aurèle disait, la confiance doit se mériter. Elle ne doit pas être donnée gratuitement. Et si quelqu'un ne prend pas soin de ce que vous lui offrez, votre devoir n'est pas de continuer à offrir, c'est de vous retirer. Pas par orgueil, mais par respect. Pas parce que vous n'aimez pas l'autre, mais parce que vous avez décidé de vous aimer également. Observez attentivement, regardez les motifs, ne vous fiez pas seulement aux mots mais à ce qu'ils font quand ils croient que vous ne regardez pas. Et si vous voyez que rien ne change, que les promesses sont brisées encore et encore, ne vous fiez pas aux mots. Les excuses se répètent sans fait pour les soutenir. Faites-vous un favori, partez. Continuez à attendre l'honnêteté là où il n'y a que manipulation, c'est comme arroser une plante en plastique en espérant qu'elle pousse. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans la méfiance. Vous n'êtes pas ici pour vérifier les téléphones, pour douter de chaque mot, pour vivre avec l'angoisse de ne pas savoir si l'on vous dit la vérité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la torture émotionnelle. Et plus tôt vous le reconnaîtrez, plus tôt vous pourrez guérir. Oui, il est difficile de clore un cycle, de s'éloigner de quelqu'un que l'on aime. Mais il fait encore plus mal de rester dans un endroit où l'on vous ment en face et où l'on vous demande de sourire. Il est plus épuisant d'attendre loyauté là où il n'y a que convenance. Et vous n'avez pas besoin d'un motif dramatique pour partir. Il suffit de ne plus croire. Sans confiance, il n'y a pas de relation, seulement une apparence. Et lorsque vous décidez de couper, vous ne vous libérez pas seulement de quelqu'un qui n'a pas été honnête, vous vous libérez aussi du besoin de faire semblant que tout va bien. Vous retrouvez la paix, l'estime de soi, la clarté. Vous vous ouvrez à des liens réels où vous n'avez pas à douter, où vous ne vous sentez pas constamment en vigilance de la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce que vous devez faire. Ne continuez pas à attendre la vérité de celui qui ne sait que mentir. Ne continuez pas à donner votre vie à quelqu'un qui vous évite. Ne continuez pas à attendre la vérité de votre amour avec qui joue avec votre loyauté, car vous méritez une relation où la vérité n'est pas une exception, mais la base. Et ce type de lien n'est pas un luxe, c'est le minimum, c'est sain, c'est juste. Numéro 11. Ne laissez pas le harcèlement ou la persécution constante. Il existe des formes de violence qui ne laissent pas de bleu, mais des cicatrices. Le harcèlement ne se manifeste pas toujours par des cris ou des agressions évidentes. Parfois, il se cache dans des commentaires constants déguisés en humour, dans des regards qui mettent mal à l'aise, dans des silences qui isolent, dans la pression émotionnelle qui vous fait douter de vous-même. Et lorsque cela se produit jour après jour, au travail, à l'école,
voire dans votre cercle proche, cela commence à vous user de l'intérieur. Pas de manière brutale, pas de manière explosive, mais comme une goutte d'eau qui érode progressivement votre énergie, votre estime de soi, votre clarté. Le problème avec le harcèlement est que l'on vous fait souvent sentir que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que ce n'est pas si grave, que c'est comme ça ici. Et si vous entendez cela assez longtemps, vous commencez à douter de votre perception. Vous commencez à penser que peut-être le problème vient de vous, que peut-être vous devez supporter, que si vous répondez ou parlez, la situation empirera. Mais c'est précisément le piège du harcèlement. Il veut que vous restiez silencieux, fatigué, brisé. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à le reconnaître. Le harcèlement n'est pas toujours direct. Il peut se manifester par des blagues répétées sur vos erreurs, des commentaires passifs-agressifs qui vous laissent sans défense, des attitudes qui vous excluent systématiquement, ou des insinuations qui vous mettent mal à l'aise mais que personne d'autre ne remarque parce qu'elles semblent innocentes. Mais vous le savez. Votre corps le sait. Votre malaise ne ment pas. Et non, vous n'êtes pas obligé de le supporter. Aucun travail, aucune classe, aucune relation ne justifie votre mal-être chronique. Vous méritez un environnement sûr, un espace où vous pouvez être vous-même sans peur, sans tension constante, sans devoir être en mode défense tout le temps. Car vivre ainsi n'est pas vivre, c'est survivre. Et vous n'êtes pas né pour survivre au mauvais traitement de quiconque. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réponse face à elles. Épictète disait que la clé est de distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de tenter de vous harceler, mais vous pouvez choisir de ne pas rester silencieux. Vous pouvez parler, documenter, poser des limites claires, signaler, ou vous éloigner si l'environnement vous fait peur. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous dire que vous n'avez pas le droit de parler. L'environnement ne change pas. Et en agissant ainsi, vous ne fuyez pas, vous vous protégez. Documentez tout, chaque commentaire, chaque geste, chaque situation qui vous fait sentir mal. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précaution. Car le moment venu d'agir, les faits vous soutiendront. Et si vous décidez de parler, faites-le avec fermeté, non par peur. Vous ne demandez pas de faveur, vous exigez le respect, le minimum. Et si l'on ne vous écoute pas, continuez. Si l'on minimise ce que vous dites, si l'environnement justifie l'agresseur au lieu de vous protéger, alors vous savez où vous êtes, dans un endroit qui ne mérite pas votre présence. Oui, partir peut être difficile. Il y a la peur, la dépendance économique, la pression sociale, mais aucun salaire, aucun titre, aucune apparence ne vaut votre santé mentale. Car au bout du compte, ce qui vous détruit à l'intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. Vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas dramatique, vous nommez quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. Vous reconnaissez que vous méritez mieux, et cela ne vous affaiblit pas, cela vous renforce. Le premier pas pour changer une réalité injuste est de cesser de la normaliser, et vous y êtes déjà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre malaise vous parle avec force. Ne le faites pas taire, ne le minimisez pas, écoutez-le et faites ce qu'il faut pour retrouver votre paix. Car lorsque vous posez des limites fermes au harcèlement, à la persécution, au mauvais traitement déguisé en routine, quelque chose en vous s'aligne. Et enfin, vous respirez librement. Votre paix n'est pas négociable, votre dignité n'a pas de prix, et personne n'a le droit de vous l'ôter. Numéro 12. Ne tolérez pas l'ami qui a toujours besoin de quelque chose. Certaines amitiés ne sont pas de véritables amitiés, mais des accords silencieux où vous donnez et l'autre prend. Vous êtes toujours là quand il peut, quand il appelle, quand un problème survient. Mais lorsque c'est vous qui avez besoin d'un coup de main, d'une oreille attentive ou simplement d'une présence, il y a des excuses, des silences, des absences. Et cette dynamique, si vous ne l'arrêtez pas, ne fait pas que nuire à la relation, elle vous épuise. Un ami qui n'a besoin de rien d'autre que de recevoir ne construit pas un lien, il l'utilise. Peut-être que la relation a commencé de manière sincère, mais avec le temps, elle est devenue unilatérale. On vous demande de l'aide avec de l'argent, des faveurs, du temps, des conseils, un soutien émotionnel, mais jamais on ne s'enquiert de votre état, jamais on offre la même chose en retour. Et le plus grave, c'est que si un jour vous décidez de dire non, il se fâche, vous accuse d'avoir changé, de ne plus être le même. Mais ce n'est pas vous qui avez changé, c'est votre conscience. Accepter ce type de lien par peur de rester seul ou par habitude ne fait que perpétuer l'épuisement. Vous devenez l'ami fiable, celui qui est toujours présent, mais aussi le plus épuisé, le moins valorisé, le plus invisible. Parce que lorsque quelqu'un s'habitue à recevoir sans donner, il commence à voir votre générosité comme une obligation, et ce qui était autrefois de l'affection se transforme en abus émotionnel. L'amitié véritable est un échange réciproque. Elle n'a pas besoin d'être parfaitement équilibrée tout le temps, mais elle doit être réciproque dans son essence. Il y a des périodes où l'un donne plus que l'autre, bien sûr, mais lorsque c'est toujours vous qui donnez, quelque chose ne va pas. L'affection ne devrait pas être ressentie comme un fardeau,
et vous n'êtes pas là pour être le bouée de sauvetage de quelqu'un qui n'apprendra jamais à nager seul grâce à vous. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas vivre en attendant des récompenses, mais il nous rappelle également l'importance de la vertu dans les relations. Sénèque disait, « Là où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'amitié ». Cette phrase est une boussole, non pour mesurer tout avec une balance, mais pour savoir quand vous donnez plus que vous ne devriez à quelqu'un qui n'a pas l'intention de rendre. Vous méritez des amitiés qui vous donneront aussi. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de fournir des explications interminables. Il suffit de dire « aujourd'hui je ne peux pas » ou « cette fois je ne me sens pas disponible pour t'aider » ou « je ne me sens plus à l'aise avec cette dynamique ». Et si cette personne s'éloigne, voilà votre réponse. Elle n'a pas perdu un ami, elle a perdu un avantage. Et cela, bien que douloureux, libère. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est être juste avec soi-même. C'est choisir des relations qui vous nourrissent et non qui vous consument. Il faut comprendre que, peu importe la durée de votre relation, si elle ne vous apporte pas ce que vous voulez, ce n'est pas elle qui vous donnera ce que vous méritez. Si ce n'est pas de l'amitié, s'il n'y a ni respect ni soin mutuel, il ne reste que la nostalgie. Et la nostalgie ne suffit pas à soutenir un lien sain. Entourez-vous de personnes qui vous regardent comme vous regardez, qui donnent comme vous donnez, qui sont présentes comme vous l'êtes. Et si vous ne les avez pas encore, ne vous contentez pas de ce qui existe. Parfois, il faut libérer de l'espace pour que quelque chose de mieux arrive. Et la solitude temporaire est beaucoup plus digne qu'une compagnie constante qui ne fait que vous utiliser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous le sentiez déjà. Parce que vous saviez que quelque chose était déséquilibré. Et maintenant que c'est clair, faites ce qu'il faut pour récupérer votre énergie, protéger votre temps, prendre soin de votre cœur. Dans la vie, les amitiés véritables se remarquent non seulement par les faveurs qu'elles demandent, mais aussi dans les moments, sans rien demander, elles vous accompagnent. Ce sont celles qui valent la peine d'être conservées. Numéro 13. Ne tolérez pas les personnes qui ne contrôlent pas leur langage. Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent construire des ponts ou ériger des murs. Ils peuvent guérir ou blesser. Ils peuvent vous rapprocher de quelqu'un ou vous éloigner pour toujours. Et lorsque vous êtes en contact avec des personnes qui ne contrôlent pas leur langage, vous le ressentez. Ce n'est pas seulement ce qu'elles disent, c'est comment elles le disent, avec quelle intention, quelle énergie. Lorsque quelqu'un vous parle avec grossièreté ou avec une agressivité déguisée en humour, vous n'avez pas une conversation, vous survivez à une attaque. Certains disent que c'est leur façon de s'exprimer, qu'il ne faut pas tout prendre personnellement, que ce ne sont que des mots. Mais ce ne sont pas que des mots. Ce sont le reflet de ce que cette personne pense, ressent et permet. Et si vous laissez passer cela encore et encore, si vous le justifiez, cela ne vous apportera rien. Si vous souriez pour éviter un conflit, vous commencez à apprendre à votre esprit que ce traitement est normal, que c'est ce que vous méritez. Mais ce n'est pas le cas. La manière dont quelqu'un vous parle en dit bien plus sur lui que n'importe quel geste agréable par la suite. Car n'importe qui peut avoir un détail, vous offrir quelque chose ou envoyer un message après vous avoir crié dessus. Mais le vrai respect ne se mesure pas dans les moments de calme, il se révèle dans les moments de tension. Ne vous inquiétez pas si cette personne vous valorise, ou si elle vous utilise simplement comme un réceptacle pour déverser sa frustration. Si quelqu'un recourt constamment à un langage offensant avec vous, même en jurant qu'il ne le fait pas avec mauvaise intention, il démontre un manque de contrôle, un manque d'empathie, surtout, un manque de respect. Vous n'êtes pas là pour être le récepteur du poison émotionnel de quelqu'un. La communication ne consiste pas seulement à dire que l'autre ne vous aime pas, elle consiste à protéger votre dignité et votre intégrité face à la violence verbale. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on pense. Il s'agit de savoir comment le dire. De trouver des façons d'exprimer même le désaccord depuis un lieu de respect. De prendre soin du ton, des mots, du moment. Parce que lorsqu'il y a respect, il y a une intention de construire, et non de détruire. De clarifier, et non de dominer. Le stoïcisme enseigne que la vertu se trouve dans la maîtrise de soi. Épictète parlait de l'importance du mot mesuré, de la sagesse et de la force intérieure. Crier, insulter, offenser ne sont pas des signes de passion, ce sont des signes de déséquilibre. Accepter ce type de communication dans votre vie, simplement parce qu'elle vient de quelqu'un de proche, c'est laisser le chaos entrer par la porte et s'installer dans votre salon émotionnel. Vous n'avez pas à crier en retour. Vous n'avez pas à trop expliquer. Une phrase ferme suffit, je ne suis pas disposé à ce que tu me parles ainsi. Et si cela se répète, éloignez-vous. Car celui qui vous respecte n'a pas besoin de vous blesser pour s'exprimer. Il n'a pas besoin de vous ridiculiser, d'élever la voix, de vous humilier ou d'utiliser des mots qui vous laissent le cœur serré. Certaines personnes n'apprennent que lorsque vous leur posez une limite claire. Non pour les changer, mais pour vous protéger. Car tolérer le langage offensant ne nuit pas seulement à la relation, cela vous fait du tort à vous-même. Vous vous habituez à une vibration basse, à une énergie agressive, à une coexistence sans harmonie. Et avec le temps,
Cela impacte votre estime de soi, votre paix intérieure et la manière dont vous vous parlez à vous-même. Si vous voulez des relations saines, commencez par prendre soin des mots que vous acceptez. Ce que vous tolérez aujourd'hui dans le langage d'autrui peut devenir demain votre dialogue intérieur. Et il n'y a pas pire ennemi qu'une voix intérieure qui vous parle avec les insultes que quelqu'un vous a faites. Entourez-vous de personnes qui savent parler avec respect, même en plein désaccord. Des personnes qui ne perdent pas facilement leur sang-froid, capables de discuter sans blesser, d'exprimer sans imposer, de corriger sans détruire. Ces personnes existent. Et quand vous les trouvez, tout change. Vous réalisez qu'il est possible d'avoir des conversations intenses sans violence. Que le respect est la chose la plus importante. Le respect n'est pas une exception, c'est une base. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'accepter des paroles qui blessent. Que vous n'avez pas à justifier les abus verbaux pour quelque raison que ce soit. Prenez cette clarté et transformez-la en action. Posez des limites. Protégez votre énergie. Exigez le respect. Vous méritez d'évoluer dans des environnements où le langage vous élève plutôt que de vous frapper. Tout commence par ce que vous choisissez de tolérer aujourd'hui. Numéro 14. Ne tolérez pas un travail qui vous épuise émotionnellement. Certains emplois ne se contentent pas de vous fatiguer, ils vous éteignent. Ils ne vous usent pas seulement physiquement, mais de l'intérieur. Ils vous volent votre motivation. Ils remplissent vos dimanches soirs d'anxiété. Ils vous font vous lever chaque matin avec un poids sur la poitrine que vous ne pouvez expliquer. Et non, vous n'exagérez pas. Ce n'est pas de la paresse, ni un manque de caractère. C'est un épuisement émotionnel. C'est votre corps et votre esprit qui vous disent que quelque chose ne va pas. Nous passons une grande partie de notre vie à travailler. Et bien que tous les jours ne soient pas parfaits, et que tous les emplois ne soient pas idéaux, il existe une différence claire entre l'effort et la souffrance, entre avoir un travail exigeant et être piégé dans un environnement qui draine votre énergie vitale. Si chaque journée vous laisse vide, si vous sentez que vous n'avez pas d'espace pour respirer, penser, vivre, alors ce n'est pas seulement le travail, c'est le système dans lequel vous êtes pris au piège. Peut-être que vous le justifiez par des phrases comme « au moins j'ai un emploi, il n'y a rien de mieux pour l'instant, c'est comme ça ». Oui, parfois il faut tenir par nécessité. Mais une chose est une étape, une autre très différente est de se résigner à vivre ainsi pendant des années. Parce que tant que vous attendez le moment parfait pour changer, votre santé mentale se détériore, votre estime de vous-même diminue, et votre vie passe en pilote automatique. La routine professionnelle ne devrait pas vous ôter la vie alors qu'elle vous donne un salaire. Si un travail vous fait sentir que vous vivez uniquement pour respecter des horaires, rendre des comptes, plaire aux supérieurs ou survivre à un environnement de bureau toxique, cet endroit ne mérite pas tant de vous. Aucun salaire ne compense la perte de votre paix. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler toutes les conditions externes, mais nous pouvons décider comment vivre en leur sein. Marc Aurèle écrivait « Fais ce que tu fais avec excellence, mais jamais au détriment de ton âme ». Cette phrase dit tout. Vous pouvez être responsable, travailleur, engagé, sans permettre au travail de détruire ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de quitter immédiatement ou d'agir impulsivement. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être compte, que vous comptez et qu'il y a des options. Peut-être ne pouvez-vous pas encore quitter cet emploi, mais vous pouvez commencer à planifier votre sortie, développer de nouvelles compétences, chercher des opportunités, envisager de créer votre propre projet, et prendre de petits pas qui vous rapprochent d'une vie où travailler ne signifie pas souffrir. Vous pouvez également commencer à poser des limites. L'approbation des autres se perd lorsque vous cessez d'être vous-même pour maintenir une paix basée sur leurs exigences. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait déjà que vous ne pouvez pas continuer à vivre sous une surveillance émotionnelle constante. Vous méritez un amour qui vous célèbre, et non un amour qui vous corrige sans cesse. Alors, prenez de la force, prenez de la clarté et rappelez-vous, lorsque vous vous libérez du contrôle des autres, vous ne récupérez pas seulement votre temps, vos décisions et votre voix, vous récupérez votre vie. Car il n'y a pas d'amour plus puissant que celui qui vous laisse être vous-même pleinement. Et si quelqu'un ne peut pas aimer ainsi, alors cette personne n'est tout simplement pas pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une décision mûrit déjà en vous, celle de cesser de tolérer ce qui vous fait du tort et de commencer à vivre avec des limites claires, avec respect et véritable paix intérieure. Ce n'est pas un hasard, c'est un engagement envers votre changement. Je vous invite maintenant à sceller cet engagement en écrivant dans les commentaires cette phrase « Je ne tolérerai pas ce qui me vole ma paix. Je suis stoïque ». Faites-le comme un acte de pouvoir personnel, comme une façon d'ancrer cette nouvelle mentalité dans votre subconscient. Car ce que vous écrivez, vous le renforcez, et ce que vous renforcez, vous le vivez. Si cette vidéo a résonné en vous, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à construire ce nouveau canal de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.